sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur l'histoire des maisons de couture, donc on va remédier à ça aujourd'hui. Donc pour une fois, on va pas parler des plus grandes maisons françaises ou italiennes, souvent très sophistiquées. Là, on va vraiment parler de quelque chose de différent. On va parler d'une maison qui est déjà japonaise. On va parler de Comme des garçons. C'est parti. Donc la fondatrice de Comme des garçons, c'est une japonaise qui s'appelle Rei Kawakubo et qui est née en 1942 à Tokyo. Plus jeune, elle commence des études littéraires et artistiques et dans un premier temps, elle va travailler dans la publicité pour une entreprise qui fabrique des produits chimiques et du matériel scientifique. On est donc encore très loin du domaine de la mode. Mais elle est rapidement ennuyée par ce métier et elle va alors se tourner vers le stylisme en freelance. Rei va faire quelques allers-retours en Angleterre avant de revenir au Japon avec la décision de lancer sa propre marque en pleine vague du style punk en 1969 exactement. Sa marque, elle décide de la nommer Comme des garçons, un nom assez étrange pour une marque japonaise. En fait, il a été inspiré directement de la chanson Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Donc elle présente sa première collection à Tokyo et immédiatement après elle ouvre une boutique. Petite anecdote, faut savoir que dans cette première boutique il n'y avait aucun miroir parce que selon Rei on ne devait pas acheter des vêtements pour plaire ou séduire mais seulement pour se sentir bien soi-même. Alors une des premières caractéristiques de cette première collection c'est l'usage quasi exclusif du noir, une couleur plutôt réservée pour les tenues du soir ou plus historiquement parlant au deuil. C'est cette couleur qui va dominer tout le long de sa carrière mais aussi de sa vie parce que c'est pas simplement la couleur phare de ses créations, c'est aussi l'une des seules couleurs qu'elle porte lors des défilés, des interviews, etc. Rei débarque donc sur la scène de la mode et elle va mettre un sacré bordel. C'est une anticonformiste et elle est considérée comme l'un des piliers du mouvement anti-fashion. Ses vêtements sont déchirés, les coutures sont apparentes, les coupes asymétriques, déstructurées et surdimensionnées. Elle est totalement à contre-courant de la mode occidentale qui était alors plutôt flamboyante, luxueuse et colorée et pourtant Rei va bel et bien conquérir l'Europe. À l'époque on a déjà quelques jeunes couturiers japonais qui sont présents en Europe, il y a par exemple Kenzo ou encore Miyake, mais en 1980 c'est alors elle qui va arriver en Europe avec son tout premier défilé à Paris. Quand elle débarque c'est une parfaite inconnue, elle fait même pas partie du calendrier officiel de la Fashion Week et dans un premier temps son défilé passe plutôt inaperçu. Mais c'est là que le bouche à oreille entre en jeu et son défilé va commencer à avoir de plus en plus d'écho. Donc c'est évidemment un défilé avec des vêtements déconstruits, dépiécés, sombres et c'est quelque chose qui est vu comme une véritable provocation et qui se heurte totalement à la mode féminine et élégante de l'époque. La créatrice est très loin de faire l'unanimité et beaucoup parient sur le fait qu'elle ne durera pas dans le temps, s'ils avaient su. Et donc Rei va leur donner totalement tort puisqu'en 1982 elle ouvre une boutique à Paris et la même année elle présente son deuxième défilé avec cette fois-ci son nom sur le calendrier officiel. Comme le premier, il soulève de nombreuses critiques avec ses pièces trouées et ses silhouettes difformes, mais Rei veut montrer la beauté à travers l'imperfection, la fusion entre le beau et le laid. Son style est alors qualifié de Hiroshima chic, de post-atomique ou encore de mode clochard pour les plus virulents. Mais Rei ne se dégonfle pas, bien au contraire, elle va poursuivre cette ligne créative durant toute sa carrière. Et ce style va donc, vous l'aurez compris, devenir sa marque de fabrique. Même si les défilés les plus marquants de Comme des garçons sont ceux dont on vient de parler, Rei continue de questionner à travers ses autres défilés, notamment sur le rôle du vêtement, sa portée sociologique ou encore sa dimension technique, en utilisant des matières très variées jusqu'alors inexplorées. En 1997, elle propose des silhouettes aux formes proéminentes et questionne sur le corps féminin, notamment sur ses déformations liées à la maternité ou encore sur les critères de beauté en vigueur à cette époque. Le défilé se nomme Dress Meets Body, Body Meets Dress. Le vêtement va alors prendre le dessus sur la génétique et c'est un petit peu la fusion du corps et des vêtements. En 2005, on a le défilé Broken Bride qui remet en question la suprématie du mariage, qui est quelque chose d'habitude de plutôt conservateur, tout comme les robes de mariée d'ailleurs, et donc c'est plutôt en opposition avec l'ADN de la marque. Rei va explorer tous les types de robes de mariée, rendant ce concept beaucoup plus libre, et lors de ce défilé, chaque mariée portait une couronne de fleurs, parfois avec des fleurs noires, ce qui donnait un côté un petit peu plus sinistre. En 2012, on a le défilé White Drama, et là pour le coup c'était l'usage exclusif du blanc, couleur pure et cérémoniale, avec l'usage de la dentelle et d'éclosion florale, et le défilé retraçait les grandes étapes de la vie, donc la naissance, le baptême, le mariage, la mort et la transcendance. Plus tard, ce défilé a donné lieu à une exposition et il est considéré comme avoir fait un mélange d'architecture, de mode et de spirituel au cœur d'une même collection. En 2018, elle présente un défilé sur le thème du multidimensional graffiti. Elle met alors en lumière le travail de 12 artistes du XVIe siècle à nos jours, de Archimboldo à Makoto Takahashi ou encore Stefan Marx. Les silhouettes avaient l'air de sculptures géantes, un petit peu comme des jouets, avec des formes un petit peu étranges, sans lien logique avec l'anatomie du corps, avec des motifs de tapisserie ou encore de bande dessinée. Rei est une créatrice
créatrice très discrète, elle donne très peu d'interviews, elle est plutôt volontairement effacée comme pour laisser une part de mystère. Faut savoir qu'elle ne salue jamais à la fin de ses défilés et qu'elle n'a pas donné d'interview depuis 2005. D'ailleurs, ce mystère semble être un petit peu renforcé par la complexité des lignes comme des garçons et de leur mode de distribution, à savoir qu'ils ont une dizaine de lignes entre celles pour hommes, pour femmes, pour filles. Il y a la ligne Play bien sûr dont on va reparler tout à l'heure et ensuite il y a la ligne Parfum avec une série de 11 parfums qui sont de niche et unisex et qui sont très différents des parfums classiques, beaucoup plus expérimentaux, qui s'adressent plutôt à des connaisseurs avec des ingrédients très originaux. Ray et son mari ont d'ailleurs créé le Dover Street Market, un magasin multimarque présent dans de nombreux pays aujourd'hui, qui revendent des pièces de grands créateurs mais également du streetwear. Ray a également créé un anti-concept store, les Guerilla Shop, qui sont des boutiques ouvertes pour 1 an, très loin des quartiers branchés, avec une décoration plutôt minimaliste et une sorte de clin d'œil à sa mode qualifiée de Hiroshima chic. Donc je pense qu'il est temps de parler de la fameuse ligne Play que presque tout le monde connaît aujourd'hui. Ça a été lancé en 2002 et c'est vraiment la plus connue du grand public aujourd'hui, sûrement parce qu'elle est beaucoup plus accessible et en plus elle est plus décontractée et plus ludique. Le logo a été créé par le New-Yorkais Philippe Pagowski et la ligne se compose de sweatshirts, de hoodies, pulls, polo, baskets, tout ça. Et d'ailleurs, il y a eu de nombreuses collaborations, notamment avec Nike, Supreme, Louis Vuitton et bien sûr la plus connue étant celle avec Converse sur le modèle de la Chuck Taylor, une basket incontournable et donc cette collaboration est devenue également incontournable. La ligne se fait notamment remarquer sur des célébrités comme Kanye West ou Pharrell Williams, si bien qu'aujourd'hui le logo est totalement rentré dans la culture mode et plus particulièrement du streetwear. Kawakubo est toujours restée en dehors des groupes et plutôt en rupture avec eux. Elle ne répond à aucune règle, aucun système et sa création est totalement libre, avec une approche assez philosophique et politique de la mode. Par contre, Ray ne considère pas la mode comme un art parce que pour elle, une œuvre d'art est unique alors que les vêtements sont produits en série et sont achetés par de nombreuses personnes. Aujourd'hui, Ray Kawakubo est très respectée dans le monde de la mode. C'est plutôt ironique quand on sait qu'on ne lui prédisait pas un grand avenir et elle est seulement la 2e créatrice à faire l'objet d'une exposition au Costume Institute du Met de New York. Voilà, j'espère que l'histoire de cette maison vous a plu. Donc elle a un ADN vraiment très particulier. C'est vraiment à l'opposition de toutes les maisons que j'avais pu présenter jusqu'à maintenant. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle maison vous voudriez que je fasse la prochaine fois. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous!